Attention, vous écoutez un programme audioactif. Green flag waves. Good start from Maverick Vinales. He's got that fight absolutely flying. Marquez did not get away well. Oh, he's gone. He's gone. We lost sight of Marquez. Oh my goodness me. Drama here in the opening race. He's trying to push too hard. Fabio Quartararo. Salut à tous, on se retrouve pour le numéro 85 de C'est qui en pôle, ce soir accompagné de Stéphane. Salut Steph. Salut tout le monde. Comment tu vas ? Très bien et toi ? Bah écoute, ça va bien, à la fois content que cette saison très intense se termine, mais également un peu triste, tristounet pour différentes raisons, on y reviendra plus tard. J'avoue, ça finit après pas beaucoup de courses, mais bon, ça a fini quand même. Voilà, c'est ça. Bah, le 15e Grand Prix de la saison, si on a bien compté, le 14e pour les MotoGP. C'est ça, tout à fait. Ouais. Donc, à noter quand même que c'est un Grand Prix qui a eu lieu sur un tout nouveau circuit pour le Continental Circus, le MotoGP, Portimao, donc un tracé bien connu des fans du Superbike depuis 2008, mais tout nouveau dans le MotoGP, un tracé assez spectaculaire, très vallonné, qui je pense a fait l'unanimité auprès des spectateurs et des téléspectateurs, et même des pilotes. Et des pilotes. Tout à fait. Donc on va commencer traditionnellement avec le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie. Donc c'est Chris qui va pouvoir crâner avec ses beaux goodies de la bécannerie, de Thium et les goodies de C'est qui en pôle. Donc félicitations à toi Chris, t'avais trouvé Miguel Oliveira en pôle. C'était pas donné à tout le monde de le trouver. Et c'était le dernier jeu de la saison, donc voilà, tu remportes les meilleurs goodies. On va passer tout de suite aux news Moto3. Donc on a pour ce Grand Prix de Portimao Adrián Fernandez qui est frère de Raúl Fernandez. On verra ce qu'il a fait tout à l'heure en course. Donc 7ème en CEV Moto3 Junior cette saison pour Adrián, qui va remplacer Philippe Salach, convalescent chez Sniper Racing pour ce Grand Prix. Raúl Fernandez lui va monter de catégorie en 2021 pour rejoindre Rémi Gardner en Moto2 chez KTM Ayo, donc très très bon team. On sait pourquoi aussi au vu de ses performances, c'est tout à fait mérité pour lui. Et Pedro Acosta, donc champion Rookies Cup 2020, va remplacer Raúl Fernandez en Moto3, donc chez KTM avec Jaume Masia comme coéquipier. Moto2, donc Ai Ogura monte du Moto3 pour 2021, toujours dans le team Idemitsu Honda Team Asia, tandis que Isdizar fait le chemin inverse et lui à descendre en Moto3 qui a pas fait une saison Moto2 très très bonne. Donc le team Honda Team Asia va garder aussi Yuki Kuni en Moto3 et Chantra en Moto2. Donc en fait ils gardent le même line-up mais ils font un move Ogura qui monte et Isdizar qui descend. Dominique Agarter, lui, qui avait déjà remplacé en Autriche, on s'en souvient, parce qu'il est en Moto E cette saison, mais il avait remplacé Raffin au guidon de la Moto 2. NTS va remplacer à nouveau pour le Grand Prix du Portugal. Donc Dominique qui rempile, qui fait des piges. Et Hector Garzo poursuivra lui bien et bien chez Ponce Racing l'an prochain avec Stefano Manzi. C'est plutôt mérité pour Garzo, d'ailleurs, qui s'est encore mis en valeur à Portimao avant de chuter. J'ai vu aussi une news passer aujourd'hui, donc a priori Simone Corsi, qui est quand même un ancien du Moto2, on l'a vu briller quelques fois, malheureusement pas trop depuis le passage en triomphe, qui devrait prendre sa retraite du MotoGP Moto2 cette année. On passe aux news MotoGP, Stéphane ? Allez, c'est parti. Iker Lecuona, toujours absent pour cause de Covid, est remplacé pour ce week-end portugais par Mika Kallio. Bien sûr, Iker Lecuona, donc, il loupe la dernière course et il roulera plus en MotoGP et il roulera juste aux essais de début de saison en 2021. Côté Aprilia, donc Alex Espargaro fera partie du line-up en 2021 et il ne sera pas rejoint par Chase Davis ni par Joe Roberts, parce qu'Aprilia en fait a choisi de départager Bradley Smith et Lorenzo Savadori au terme d'une battle lors des Everdo. Ouais, c'est un peu particulier d'annoncer son line-up comme ça fait un peu désespéré pour moi. Smith, ils l'ont vu, on va dire les 3/4 de la saison sur la moto, Savadori, ils l'ont vu sur 3 courses. C'est vraiment. Ça veut dire que les deux ont tellement. C'est un choix par défaut. Peu fait de résultats qui se disent c'est ça. Lequel est le moins pire, quoi. Ouais, mais c'est vraiment un choix par défaut, quoi. Ça veut dire qu'ils ont tout tenté.
Avant, ils avaient tenté Cal Crutchlow, ils avaient tenté peut-être Lorenzo, ils avaient peut-être tenté Dovi. Dovi, c'est ça. Personne veut venir sur cette moto. Bon. C'est bête parce que, en étant objectif, ils sont quand même souvent dans le top 10, top 12. Enfin, des fois, ils sont quand même un peu là, donc il y a peut-être un petit potentiel. Aleix a fait une très bonne course au Portugal. Hein. Tu vois, si on prend le cas de KTM, il y a quelques années, ils étaient pas trop là, ils étaient un peu la risée de tout le monde, et finalement, aujourd'hui, ils gagnent des grands prix. Ouais. Oui, après, ils ont pas les mêmes. Enfin, ils mettent pas. Ils ont pas les mêmes moyens, mais pour dire que des fois, bon, tu peux peut-être te lancer dans un challenge un peu sportif, si c'est l'écurie, elle a un peu de moyens, voilà, ça peut. Ah oui, tout à fait. Ça peut être pas mal. Vaut mieux ça qu'être pilote essayeur. On peut signaler que les deux Français, Bartholomé Perrin et Gabin Planck, vont continuer en Red Bull Rookies Cup en 2021. Donc c'est un peu particulier cette saison. Ça avait déjà été annoncé que a priori tout le line-up Rookies Cup 2020 soit reconduit en 2021 parce qu'il y avait des circonstances quand même atténuantes dans le sens où il n'y a pas beaucoup de courses, enfin moins que d'habitude, etc. Et en World Super Sport, donc grosse news, c'est le Sud-Africain Steven Odendaal qui va quitter Tenket après une saison de rookie tout à fait correcte en 600, hein, et file chez Evan Bros Bardal, du coup, encore un gros client pour le GMT. Il avait fait une fin de saison tout à fait correcte, Odendaal. Qu'est-ce que t'en penses? Choix peut-être un peu bizarre. Ouais. Après, Tenket, ça sent vraiment mauvais pour eux. Ils ont toujours pas confirmé qu'ils continuaient. Ils n'ont pas confirmé base. Pas confirmé base. Ils perdent Odendaal. Il y a un gros. Parce qu'Odendaal, finalement, il finit quand même que 5ème cette année. Oui. Enfin, c'est chaud, mais c'est bizarre parce que c'est peut-être pas le meilleur Yamaha en fait. Oui, mais ils vont pas débaucher Cluzel, Perolari. Perolari, non, je pense, je pense pas qu'il puisse aller chez Bardal, mais et peut-être un ou deux choix avant lui. Ouais. Tu vois, Kel Smith. Ouais, Kel Smith, très intéressant. Il s'était surtout montré sur les deux courses qu'il avait fait à Barcelone et à Manicourt. T'es très très bon. Manicourt, il m'a vachement impressionné. Quand il tombe, il repart comme une balle. Il te laisse sous la pluie. Enfin, il y aurait peut-être eu d'autres choix. Après, on n'est pas dans les contrats des pilotes. C'est ça, ouais. Je pense que c'est une question de contrat, de sponsor, de visibilité. On passe du coup à la Moto 3. Donc la Moto 3 qui devait choisir son champion. On avait Arbolino, Ogura et Arenas qui se tenaient en 14 points avant la course, avec Arenas quand même un peu plus en tête. On a eu des pénalités avant course pour Massia, Pawi et Foggia qui devront effectuer 2 longues laps suite au sempiternel cherchage de roues en free practice et en QP. C'est vraiment très pénible, hein, ce genre de jeu. 2 longues laps, c'était une bonne sanction sur le papier. En course, on verra que c'était pas suffisant pour être vraiment pénalisant pour les pilotes. Donc pour moi, ils ont toujours pas trouvé la solution pour vraiment faire arrêter ce petit jeu. Il devrait... si tu pars des stands, voilà, tu sais que tu peux plus gagner. Tu pars des stands ou carrément tu partiras pas à la prochaine course, quoi. Point. Ça sera radical, mais. Ou t'enlèves des points au championnat, tu dis celui qui fait ça, il retire, je sais pas, 10 points, et puis voilà. Oui, où il court et il marquera aucun point, même s'il termine premier. Pourquoi pas? Il n'y a pas vraiment eu de course, alors je vais un peu spoiler déjà, mais je pense que beaucoup de gens l'ont regardé. Il n'y a pas vraiment eu de course devant tant Rolf Fernandez a écrasé de main de maître cette course, finissant à 5,8 secondes devant le second, ce qui est assez rare en Moto 3, il faut le souligner. Donc je vais quand même repartir au début, c'est parti, et c'est Suzuki qui passe en tête devant Sasaki au premier virage, mais rapidement Fernandez qui avait fait la pole reprend la main devant Suzuki et Ogura. Arenas et Sasaki ferment la marche du top 5. Arbolino qui était parti 27ème, qui avait complètement raté ses qualifs, et rapidement, au bout de 2 tours, 17ème. Ogura va venir chercher la seconde place, et Arenas la 3ème en passant devant Suzuki. Massia intègre le groupe de tête, alors qu'Arbolino cravache dur pour revenir sur ce groupe de tête. Il reste 15 tours, et Fernandez passe la ligne avec 4,2 secondes d'avance sur Alcoba et Arenas. Ogura est 8, et Arbolino est 9. Donc à ce moment-là de la course, Arenas est toujours titré. À 10 tours de l'arrivée, Fernandez va prendre jusqu'à 8 secondes d'avance sur le deuxième. En Moto 3, encore une fois, c'est extrêmement rare. Moi, je me souviens pas avoir vu ça depuis que Binder a quitté la catégorie. Ah, je suis d'accord. Mais derrière, ça bagarre dure avec Arbolino revenu dans le groupe de tête. Le mec part 27ème, mais tout va bien. Foggia, Alcoba, Arenas, Ogura, tout ça, ils se bagarrent beaucoup. Il y a beaucoup de dépassements. Donc à chaque fois, c'est marrant parce que la Dorna mettait en live le Canal Plus aussi, hein, le classement du championnat à l'écran.
Donc on voyait les places s'échanger éventuellement, ou combien de points il restait si la course devait se terminer maintenant. Il faut noter qu'à ce moment-là, on a Massia et Foggia qui ont fait leurs 2 longues laps, mais ça empêche pas notamment Foggia d'être dans le groupe de tête par exemple. Donc victoire finale de Fernandez devant Foggia. Alcoba finit 3. Donc son premier podium pour Jérémy Alcoba qui est rookie cette saison. Sergio Garcia et Tony Arbolino. Ogura va finir 8, il a lâché un peu en fin de course. Arenas a perdu beaucoup de terrain, il finit 12e, mais ça suffit pour lui pour obtenir le titre. Donc Arenas est titré avec 174 points, Arbolino 2e 170 points, Ogura 3e 170 points. Donc ils ont le même nombre de points, mais ça se joue au nombre de victoires pour le vice-champion. Donc les deux francophones, Barry Baltus et Jason Dupasquier, ne font malheureusement aucun point cette saison. C'était très compliqué pour eux cette saison de rookie. Donc comme on disait, le 4e au championnat c'est Rolf Fernandez. On a vu qu'il montait pour KTM en moto de l'année prochaine, c'est amplement mérité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette saison assez particulière? Donc c'est Honda qui est titré constructeur dans la catégorie avec 326 points devant KTM 318 points. Et meilleur team, c'est Léopard Racing qui gagne le titre team devant le team Aspar et Sky VR46. Donc la discussion post-course, alors on va revenir rapidement, donc j'aurais peut-être dû l'introduire avant, on va parler des courses Moto 3, Moto 2, on fera un débrief plus tard vraiment sur les saisons complètes, là on va revenir principalement sur les courses, mais on pourra parler des saisons dans un autre prochain épisode de podcast. Donc on peut dire que sur la course c'était vraiment une masterclass de Rolf Fernandez, il s'est fait dépasser juste au départ, il avait fait la pole. Ensuite, on l'a plus revu, vraiment très moi il m'a bluffé. Alors malheureusement pour lui, quand tu pars et que tu as 5 secondes d'avance sur tout le reste et qu'il y a de la bagarre derrière, on te voit pas beaucoup à l'écran. C'est ça. On a eu un peu la même en MotoGP, on le verra après. C'est un peu dommage, mais il a vraiment fait une course exceptionnelle. Donc Arenas, de son côté, lui, s'est passé pour le titre. Dans les 3 derniers tours, ça s'est joué au mental, je pense. Il s'est fait dépasser, il a été bousculé. Il s'est fait un peu rentrer dedans, il a un peu écarté de trajectoire, et il a perdu beaucoup de place. On voyait, il était 6e, 8e, 12e sur la fin. Donc là, il y avait beaucoup de gens, Arbolino, il pouvait espérer gagner le championnat là-dessus, mais heureusement pour Arenas, ça s'est passé tout juste. 4 points d'écart, c'est vraiment pas grand-chose. Ce qu'on peut dire, c'est que Arenas a quand même fait preuve d'une grande maîtrise sur la saison. Toujours très très bien placé, garder la tête froide. Là on avait vu par exemple un Darren Binder ou un McPhee un peu plus tête brûlée quand ils étaient en avant-poste. On avait souvent Arenas qui se plaçait très très bien dans le groupe de tête toute la course et qui au bout de 3 ou 4 tours avant la fin, il se plaçait devant, il donnait un bon coup de gaz, il restait en tête et il gagnait. Là on a vu tout le contraire sur cette course où clairement sur les 3-4 derniers tours il a perdu pied. Je pense qu'il y avait une part de stress psychologique, de justement savoir qu'on a un peu d'avance et de calcul, est-ce que si je finis 8e, est-ce que je suis titré, si je finis 9e, est-ce que je suis titré, et après c'est que de la spéculation de ma part, hein. Je pense que ça a eu un petit impact. Je suis content qu'il soit titré, ça fait quand même un certain temps qu'il est dans la catégorie, ça n'a pas toujours été facile. Donc j'ai quand même eu une saison, bon il n'y avait pas de français dans la catégorie, mais j'ai noté qu'il y avait les teams français qui ont performé dans la catégorie. Donc on a le CIP avec Darren Binder qui a fait des très très belles courses, donc Binder malheureusement qui quitte le CIP l'année prochaine, et Tech 3 donc pour sa saison de rookie de Tech 3 dans la catégorie avec Denis Sonchou et Sasaki qui a fait une saison très intéressante. On les a vus surtout aux avant-postes en début, en milieu de saison. Sur la fin, on va dire qu'ils avaient un peu plus de mal, leurs pilotes, mais qui visaient souvent des top 10. La moto est bonne et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. On voit que l'association avec KTM marche bien, en MotoGP également. On en reparlera après. Alors, on va passer au Moto 2. On va commencer directement par la course. Donc Bastianini, Loves et Marini peuvent être titrés aussi avant la course, hein, encore un championnat à 3. Je vous passe les détails, mais grosso modo, faut finir le plus devant ses camarades pour l'emporter. Hein. Après, il y a des sites web, à chaque fois, ils se mettent des calculs. Alors, si lui finit 4, mais l'autre finit que 8, en fait, il est titré, mais sinon, c'est pas suffisant. Bon, de toute façon, pour être titré, il faut finir devant. Point.
Donc 23 tours de course et c'est Marini qui réalise le meilleur départ et est en tête dans le premier virage, tandis que Di Giannantonio perd l'avant et vient percuter Nicolo Bulega qui ne peut rien faire. Dans le second virage, Gardner et Bastianini bousculent Marini qui rétrograde alors en troisième position. Lowe's a maintenu sa 5e place tandis que Bezzecchi est 9e. Gardner cravache en tête, mais Marini va remonter progressivement sur lui au fil des tours, alors que Bastianini, entre guillemets, craque, et se fait successivement passer par Lowe's et Fernandez. Navarro, puis Garzo vont chuter, donc Garzo était dans le top 10 à ce moment-là. Marini va reprendre Rémi Gardner au 8e tour. Lowe's passe aussi l'Australien et peut être titré s'il finit premier à ce moment-là, et Lowe's il est 2e. Hein. Du coup, Bastianini est 7e avant de repasser 6e. Je vous la fais courte, c'est un peu compliqué, mais si Bastianini est 7e et que Lowe's est premier, ça peut le faire pour Lowe's, mais c'est pas resté longtemps dans cette configuration, surtout que Lowe's roule lui avec une main cassée. On avait vu une photo passer sur les réseaux sociaux où sa main avait doublé de volume. Donc pour l'instant, Lowe's tient sa seconde place, mais va baisser de rythme et va se faire reprendre par Rémi Gardner. À 6 tours, Rémi Gardner, lui, est encore revenu sur Marini, et Bastianini, de son côté, remonte et double Fernandez. Avant dernier tour, Gardner passe et part tout seul pour finir la course devant Marini. Lowe's finit 3, Bezzecchi 4, Bastianini 5 est titré champion du monde, et Martin finit 6. Donc voilà, une course très très intéressante, avec de la bagarre pour une fois. Alors, on critique beaucoup la Moto 2, à juste titre souvent, mais là c'était une course qu'il fallait voir, à la fois parce que le titre se jouait, mais aussi parce qu'il y a eu de la bagarre pour les 3 premières places, même pour les 5 premières places on va dire, avec tous ces pilotes qui nous ont donné enfin du spectacle. Donc on a dit qui était titré, hein, c'est Enea Bastianini, numéro 33 de Italtrans Racing. Luca Marini, malheureusement de Scalvr 46, finit 3, 196 points. Et Sam Lowe's ex aequo, 196 points également. Bastianini, lui, avait 205 points. Au championnat constructeur, il n'y a pas photo, hein, de toute façon Kalex équipe les 2 tiers du plateau, donc Kalex est titré. Et au championnat équipe, c'est Sky Racing Team VR46 qui est titré devant Marc VDS et KTM Ayo. Donc, meilleur temps des FP3 et épaule le samedi, victoire le dimanche. Je pense que Rémi Gardner termine sa saison 2020 sur la plus belle des notes possibles et remporte le premier Grand Prix de sa carrière après avoir battu Luca Marini dans l'avant-dernier tour. Donc on a vu Rémi Gardner souvent cette saison aux avant-postes faire des podiums, mais souvent éventuellement chuter ou faire des erreurs dans les derniers tours. Là c'est pas le cas. Gardner il va jusqu'au bout, impressionnant de maîtrise. Quand il a réussi à dépasser Marini dans l'avant-dernier tour, il a vraiment mis un coup de collier pour se détacher et finir seul en tête. Donc bravo à lui, je suis content qu'il gagne. Et il était très très ému, le pilote australien. Ça fait toujours plaisir de voir des pilotes australiens remporter une victoire. J'attendais d'ailleurs qu'il boive du champagne dans sa botte, mais il l'a pas fait. Bon, tout le monde ne respecte pas ou Miller. Tout le monde ne respecte pas les traditions australiennes, ou ça doit dépendre de la région d'Australie peut-être. Et voilà, je suis content parce que bon, Gardner c'est quand même un nom glorieux hein, en MotoGP ou en 500. C'est cool pour lui. J'espère qu'il va aller loin, que ça va le mettre bien dans une dynamique positive pour l'année prochaine et éventuellement être à la lutte pour le titre pour la saison 2021. Gardner qui finit au général, je vais vous dire ça tout de suite. Ah oui, 6. C'était sous mes yeux, mais je le voyais pas. Donc, belle course finale. Je l'ai dit, les prétendants ont tous donné leur maximum, et ça passe pour Enea Bastianini, donc qui a fait un peu comme son camarade Arenas hein, en Moto 3, dans le sens où il a fait une course honnête, hein, mais il perdait un peu pied, il se bagarrait, mais c'était pas simple. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de mental. Ça a joué tout le contraire de Mir, ce qu'il a montré à Valence pour le titre MotoGP, où c'était une masterclass. Alors, il a pas pris de risque, Mir, on est d'accord, hein, mais c'était voilà, il avait son rythme, il savait qu'en restant sur cette position, ça lui suffisait pour gagner le titre. Là, c'est pas tout à fait la même chose pour Bastianini et Arenas. C'était une saison intéressante
Pour lui, je suis content. On reviendra là-dessus à la fin. Je suis content qu'il monte en MotoGP l'année prochaine chez Sponsorama Racing. Ça va être intéressant à voir ce qu'il peut faire chez eux. Et surtout qu'on aura une comparaison possible avec Zarco, voir. Oui, carrément. Qui est mon pilote qui arrive à développer la moto. Du coup, on va voir ce qu'il va faire. Après. Est-ce qu'il va faire du Rabat ou du Zarco, quoi. Moi, j'attends de voir plus par rapport à. Parce que Zarco, il est expérimenté en MotoGP, faut quand même pas se leurrer. Et puis, il est un peu plus âgé. Non, moi, je vais le comparer plus à la première année de Bagnaia en 2019 sur cette Ducati, et aussi à Martin, parce que Martin aussi sera en saison rookie chez Pramac, lui. Donc, voir comment les deux s'en sortent. Et puis, forcément, à Marini, il sera aussi rookie chez Sponsorama. Donc, il y aura plein de data pour comparer, c'est bien. J'ai noté de mon côté, même si j'avais dit qu'on parlait pas trop de la saison en général, mais que Tom Luthi et Afi Sirin ont quand même fait une saison très très décevante. Sirin termine extrêmement loin. Il termine 21 au classement général. Et Tom Luthi, il termine, lui, 11e. Derrière, par exemple, un Marcel Schroeter qu'on n'a pas vu de la saison, quoi. Donc, Sirin, c'est toujours bizarre de voir des gens comme ça qui sont passés par le MotoGP et qui finissent si loin en Moto2 après. Oui, non, mais je veux bien que l'adaptation soit difficile et que Sirin, c'était pas le meilleur pilote qu'on ait vu, mais il y a un petit pincement au cœur parce que c'était un gamin vachement attachant, Afis. Ouais. Je pense que même Lorenzo peut pas dire du mal d'un mec comme Afis Sirin. Je peux en rajouter. Voilà. Je peux en rajouter. Ah oui, puis je sais pas si tu avais vu cette image, mais on a eu en FP4, il me semble, ou en FP3, Aaron Canet qui a fait une chute sur la piste derrière la colline. Et il a failli se faire écraser par ses petits camarades qui déboulaient à 200 km/h. C'est impressionnant à voir. Franchement, c'est passé. Je sais pas. En plus, malheureusement, c'est un peu comme dans les dessins animés. Tu sais, tu veux accélérer d'un coup, mais tu glisses, tu dérapes. Ça fait un peu cet effet comico-tragique. On voit, il glisse, il regarde derrière, c'est pas de moto qui arrive, il essaie de se relever, puis il y a des motos qui sautent la compression. Ouais. Et qu'il y a une moto qui lui passe à quelques centimètres. Oui, non, il a eu énormément de chance. C'était waouh. Et d'ailleurs, je me suis dit, je suis très content que tout le monde s'en sorte très bien, parce que même le pilote qui l'aurait frappé de plein fouet, je pense qu'il s'en serait pas sorti indemne. Mais clairement, il y aurait eu un accident là. Je pense que la saison était finie avant la course. Ah ouais. Ils n'auraient pas roulé et peut-être que Portimao n'aurait plus aucune chance de revenir au calendrier. Parce qu'effectivement, si tu tombes derrière cette bosse, personne te voit. Personne te voit. Ouais. Bon, tout s'est très bien passé. Je suis content que Aaron Canet n'ait rien, qui est un pilote intéressant à voir rouler. Donc voilà pour la Moto 2 et la Moto 3. On va passer au MotoGP. Je te laisse la main. Allez, c'est parti. Donc même si on connaît déjà le champion du monde cette année, il y avait quand même une course en jeu pour la place de vice-champion du monde entre Morbidelli et Rins. Le titre constructeur n'est toujours pas attribué, donc bagarre aussi. Crutchlow et Morbidelli passent par la Q1 pour se qualifier respectivement 4e et 2e. C'est Oliveira qui s'adjuge le meilleur temps, suivi donc par Morbidelli et Miller 3e. Quartararo et Zarco s'élanceront de la 5e et 7e place. C'est un départ sans encombre pour les pilotes qualifiés en première ligne. Miguel Oliveira va vite créer l'écart avec ses poursuivants emmenés par Morbidelli qui pointe déjà Oliveira va pointer au bout de quelques tours avec plus de 2 secondes d'avance sur ce petit groupe. Derrière, les Français n'ont pas vraiment réussi leur départ puisqu'ils vont être un temps en lutte pour la 7e place. Zarco devant Quartararo. Bagnaia, lui, va abandonner dans les tout premiers tours. En fait, il rentre au stand en se tenant l'épaule. Donc, on apprendra par la suite que c'est un problème à l'avant-bras. Si je dis pas de bêtises, tu me... Ouais, en fait, c'est ça, ouais. En fait, il s'est fait percuter, hein. Et ouais, c'est ça. C'était plus, il s'est fait déboîter l'épaule. Ouais, non, clairement, il prend cher. Après, on peut pas vraiment dire que c'est sa faute, hein, mais bon, voilà, fin de saison oubliée pour Bagnaia, mais je te laisse continuer. Ouais. Donc Bagnaia qui va rentrer au stand, donc en se tenant l'épaule. Oui, c'est vrai, saison oubliée pour Bagnaia qui, depuis qu'il a signé chez Ducati,
usine, en fait cumule en fait la malchance et les mauvais résultats. Miguel Oliveira, quant à lui, va augmenter son avance au fil des tours. Le pilote Tech 3, qui fait une course solide, sans faute, va s'imposer avec plus de 3 secondes d'avance sur... attention, sur, je vous spoil pas. Derrière, plusieurs bagarres se dessinent. Tout d'abord, Morbidelli et Miller pour la 2e place. Miller, en vieux briscard, va rester toute la course bloqué dans la roue du pilote Petronas. Et l'Australien va porter son attaque dans le dernier tour, avec brio, puisqu'en fait, il s'empare de la 2e place, qu'il conservera jusqu'à l'arrivée. Morbidelli, lui, finira 3e. Derrière, en fait, on assiste à une grosse bagarre. Alors, dans une première partie de course, il y a un groupe amené par Paul Espargaro, qui amène dans sa roue Crutchlow, Bradle, Zarco. Donc, ils vont être en bagarre pour la 4e place. Lors de la 2e partie de course, en fait, Espargaro va réussir à se détacher et il va faire une course en solitaire pour s'adjuger la 4e place. Donc le petit groupe derrière Espargaro va se faire rattraper par Nakagami, Dovizioso et Espargaro sur son Aprilia. Et au jeu des à toi à moi, c'est le japonais Nakagami qui va remporter les points de la 5e place, suivi par Dovizioso. Johan Zarco, quant à lui, va finir à une belle 10e place. Quartararo, en fait, il va pas connaître la course de rêve qu'il espérait faire avant le départ, puisqu'en fait, il va être vite englué dans le peloton et au fil des tours, il va descendre dans les méandres du classement pour finir sa course à une modeste 14e position, pardon. Et en fait, il va connaître un peu le même problème qu'en Aragon. Et c'est aussi le moins bien placé des pilotes Yamaha. Donc, Morbidelli va s'adjuger la 2e place au championnat du monde. Oui. Et c'est Ducati qui va remporter le titre constructeur. Donc finalement, Suzuki a le pilote titré en championnat par le biais de Mir, mais finalement ils perdent la 2e place avec Rins et le titre constructeur. Ouais, Rins n'a pas fait une super course, malheureusement. Non, Rins en fait, non, il a pas fait une super course. Non, il a fini dans le ventre mou du peloton. Il a jamais réussi à faire à briller en fait. Oui, clairement. Après, c'était une course à oublier pour Suzuki, parce que Mir qui abandonne, qui essaie de faire redémarrer la moto, au moins pour faire un tour d'honneur, pour fêter son titre quand même si c'est pas sur ce circuit qu'il l'a gagné. Il arrive pas. Rins qui fait une course moyenne, c'était pas top. Morbidelli qui fait encore une fois une superbe course. Quand tu vois les autres pilotes Yamaha en difficulté, je comprends que la moto c'est pas tout à fait la même, que Morbidelli ça fait 2 ans qu'il est sur cette moto, la 2019, que y a plein de choses, mais Morbidelli il prouve quand même que il y a quand même un gap entre finir 2e à toutes les courses comme il fait, ou 3e, et puis finir 14e quoi. Et chuter et être irrégulier, parce que finalement Quartaro il a fait 3 belles courses où il gagne, mais après il n'arrive pas à se contenter des points, il n'arrive pas à être constant. Que Morbidelli finalement personne part de lui, parce que tout le monde, même Marquez, disait c'est Quartaro qui va me succéder. On pensait qu'il était tout seul dans son team, personne ne savait qu'il y avait Morbidelli qui existait. Finalement, il a fait son bonhomme de chemin dans l'ombre, et puis il est constant parce qu'il est souvent sur le podium. Oui, c'est ça. Cette année, c'est une révélation. Morbidelli, alors, on l'avait vu en Moto 2, on sait qu'il est excellent. Il avait gagné le titre juste après Zarco, c'était en 2017, 2018. Et clairement, c'est un pilote très talentueux, et cette saison, il finit de le prouver, très très constant. Il prend un début de saison correct, mais comparé à celui de Fabio, forcément, c'était moins bien. Et puis à la mi-parcours, il se révèle, et puis il finit avec 3 victoires comme Fabio. Donc voilà, c'est vraiment bien pour lui. Là, il finit 3. Parce que Miller arrive à le doubler comme un vieux briscard, tu l'as très bien dit. D'ailleurs, j'étais très content de Miller, parce que il a pas eu beaucoup de chance cette saison. Soit il poussait un peu trop et il chutait, ce qui est un des travers qu'on lui reproche habituellement, je l'entends. Ou soit il a eu 2 casses moteurs, je crois, cette saison. En tout cas, non, c'était une fois Bagnaia, une fois lui. Donc il a eu une casse moteur notamment. C'est pas évident, mais c'était le pilote le plus régulier Ducati cette saison, même si lui n'a pas apporté de victoire. Il a apporté, je crois, 5
5 podiums à Ducati. Donc voilà, on peut noter que une victoire d'Oliveira masterclass. Hein. C'est ça, deuxième victoire d'Oliveira de l'année. Deuxième victoire d'Oliveira. Et à noter qu'Oliveira gagne avec une KTM en Autriche et Oliveira gagne chez lui au Portugal. Ouais. Donc là où il fallait gagner, quoi. Là où il fallait gagner. Parce que bon, il se fait bien voir de ses patrons et il se fait bien voir de son public. Binder qui gagnait à Brno, ça compte pour du beurre après tout. Non mais ce qui non mais c'est moins valorisant, on va dire. C'est sûr, non mais ce qu'il faut noter, c'est quand même que bon, KTM 3 victoires cette saison, c'est le deuxième meilleur constructeur derrière Yamaha. Parce que Ducati et Suzuki n'en remportent que 2. Donc KTM remporte 3 victoires cette saison. Sur ce point-là, je veux dire, ils sont les meilleurs. Et parmi ces 3 victoires, donc il y en a 2 qui viennent du team satellite et de Miguel Oliveira. Donc ça veut aussi dire quelque chose. Le bon travail de Tech 3. Donc j'en parlais tout à l'heure en Moto 3 déjà, et là en MotoGP. J'ai écouté Michel Turcot tout à l'heure. Qui était interviewé et qui disait clairement que il y avait tous les pontes de KTM, à la fois, comme tu le disais, au Grand Prix de Styrie que Miguel Oliveira a gagné, et à la fois donc au Grand Prix du Portugal que Miguel a gagné. Donc à chaque fois que Tech 3 gagne, il y a les grands ponts, donc forcément ils sont super bien en vue, et a priori si c'est pas déjà signé, il y a un contrat de 5 ans qui est prévu de prolonger entre Tech 3 et KTM, quoi. C'est ça. Mais finalement, en fait, aussi, c'est Tech 3 gagne avec KTM, mais ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire avec Yamaha et Johan Zarco, c'est un peu... Oui. C'est un peu, on va dire, rageant, on peut dire. Il faut le dire aussi que pendant longtemps, Yamaha n'a pas voulu de cette politique qui consistait à donner sa meilleure moto de l'année à son team satellite. Quand je dis donner, c'était aussi, peut-être que Tech 3 avait pas les moyens de se la payer. Mais on voit que clairement, KTM, ça fait quoi? Ça fait 5 ans? 4 ans? 5 ans? C'est leur 5e saison. Non, 4e saison ici. Ça paye. Voilà, au bout de 4 saisons, ils ont déjà 3 victoires. C'est ce qu'il faut pour faire avancer un team satellite. C'est ce qu'il faut pour faire développer la moto. Mais ils ont Vas-y. Ils ont des victoires cette année parce qu'ils ont quand même changé leur politique, c'est-à-dire qu'ils ont quand même revu un peu leur châssis. Oui. Ils sont pas restés parce qu'en fait, dès le début, ils voulaient un châssis... Alors, sans dire de bêtises, c'était quoi? En acier Oui, alors, ils sont toujours sur un châssis acier, mais avant, il était en tube à section ronde. Voilà. C'est ça. Alors que tout le monde est en cadre alu périmétrique. Et là, ils sont passés toujours avec des tubes, mais ovalisés, et toujours en acier. Et d'après ce que un ingénieur de chez Tech 3 disait, ils ont aussi quand même fait la chasse au poids. La moto est beaucoup plus légère, presque au niveau des limites autorisées, et il y avait quoi d'autre? Et aussi l'accessibilité des composants. En fait, ils ont beaucoup revu leur copie. Ça, c'est l'expérience Tech 3 qui leur a amené. Grosso modo, pour changer, une boîte à air ou un truc, c'était hyper compliqué avant. Il fallait perdre 20 minutes sur une session d'essai libre. Et maintenant, ils peuvent le faire en 30 secondes parce que la moto a été repensée vraiment en MotoGP, quoi. C'est bien parce que ça veut dire qu'ils ont gagné aussi parce qu'ils ont su revoir un peu leurs défauts, leurs lacunes. Ah oui. Pour mettre en place des process, des nouveaux composants, voilà, se remettre en question pour développer une moto un peu plus fiable et qui a de la constance. Par contre, on peut avoir une petite pensée pour Paul Espargaro qui a un peu soutenu ce projet depuis le départ, et finalement c'est le seul pilote qui... on met de côté Iker Lecuona, mais c'est le seul pilote en fait qui gagne pas, quoi. Qui gagne pas de course. Même si c'est le plus régulier. Ouais, écoute, ça arrive, hein, des fois les dessins sont un peu cruels comme ça. Paul a fait du bon boulot, on l'a beaucoup critiqué. En tout cas, il a composé avec cette moto ce qu'un Zarco n'a pas su faire. Donc, faut être honnête, faut lui reconnaître qu'il a su composer avec cette moto, même quand c'était difficile. Il faisait des plaçonnettes de temps en temps, et quand la moto est vraiment bonne cette année, c'est lui le meilleur pilote. Alors, c'est pas lui qui gagne, comme tu l'as très bien dit. Voilà, il faut lui reconnaître ce travail-là. Il a su aussi s'adapter à la moto qui a changé, parce que ça aurait pu ne pas lui convenir à son style. Donc il va tester la HRC l'année prochaine. J'espère pour lui que ça va bien se passer. Et puis si ça se passe mal...
On pourra toujours continuer à se moquer de lui. Il pourra revenir chez KTM. Bah, après, oui, je pense... peut-être qu'Espargaro, il a performé, peut-être parce qu'il a demandé aussi à avoir une moto comme selon certains critères. Bah, bien sûr. Comme c'était un peu le pilote maison, ils ont fait un peu une moto pour lui, donc c'est peut-être un peu normal qu'il était malgré tout au rendez-vous, même s'il gagne pas de course. Ouais, peut-être qu'il y a eu des aménagements spécifiques, ouais. On peut parler de Honda quand même. Allez, c'est parti. On n'en a pas encore parlé de Honda. Eh ben, aucune victoire de Honda cette année. Fait rare, très rare. Ouais, bah, puis on voit de toute façon que sans Marquez, c'est compliqué de gagner. On a quand même eu plusieurs fois Alex Marquez proche de la victoire. On a vu Nakagami pas très loin du podium non plus, mais c'est pas passé. C'est ça, c'est pas passé. Bon, Crutchlow a eu une saison bon, terrible avec les blessures. Encore une fois, c'était pas du tout évident pour lui. Je suis content qu'il arrête. Il nous a fait du Crutchlow, quoi. Ouais, non, pas évident. On va dire que cette année, j'avais pas envie de me moquer parce que vraiment depuis 2 ans, il subit beaucoup le pauvre. Vraiment. Ouais, il chuterait moins, il aurait moins de problèmes. Hein. Ouais, bien sûr. Après la moto, on sait qu'elle est pas facile. Hein. D'ailleurs, même Marquez quand il chute, il se fait mal. Ouais. Donc voilà. Mais après, oui, je pense qu'il faut attendre le retour de Marc Marquez l'année prochaine s'il revient en état pour pouvoir gagner à nouveau. Même si Alex Marquez a montré des choses très intéressantes en tant que rookie. Bah c'est parce que finalement, on se moque un peu de lui, de Marquez, mais il a fait une course pas mal. Hein. Enfin, une saison pas mal. Oui, tout à fait. Oui. Non, c'était plus qu'attendu de sa part, je pense. Et d'ailleurs, tout le monde s'est demandé est-ce que on a bien fait de choisir Paul Espargaro chez Honda plutôt qu'Alex Marquez. Voilà. Il finit 14. Donc c'est très. Ouais, mais là ça veut pas dire grand chose. Sa place, c'est juste qu'il a fait quand même il est parti de loin parce qu'il était toujours dernier les premières courses. Et là les dernières, il était quand même souvent dans le top 10, top 7, top 6. Ouais, Marquez en France et à Aragon 1, il avait bien performé, puis il fait deux chutes à Teruel et à l'Europe avant de terminer hors des points en Valence, donc c'est compliqué quoi. Ça te fait de saison. C'est ça. Donc Honda, on verra ce que ça donne l'année prochaine. Il y a des grosses rumeurs qui disent que Marquez peut pas rouler au début de saison. Bon, c'est compliqué. Toujours pareil. Info intox avec lui, on saura jamais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc on peut parler de Rossi. Alors j'avais plusieurs choses à dire de Rossi. Cher notre Stéphane National. Voilà, donc j'ai mis Rossi la saison de 3, mais c'est pour faire mettre en colère les haters sur internet. Non, en vrai, il fait un seul podium quand la Yamaha marchait du feu de Dieu en début de saison. Et il fait 15e il loupe peut-être un peu. Non, il fait 15e. Il loupe peut-être le podium en Espagne quand il tombe. Oui. Pardon, je me corrige, il a pas fait 15e tiré de course, il fait 15e au général. 15 d'ailleurs, c'est un beau chiffre parce que c'est le nombre d'années qu'il a passé au sein du team Yamaha Factory. Donc il a fait 2004-2010 et 2013-2020. Donc c'était prédestiné comme chiffre. Bon, bah moi ça va faire bizarre de voir aussi quitter ce team Yamaha officiel. Après il va chez Petronas, donc il sera pas trop dépaysé. Mais je pense, j'étais moqueur quand je dis la saison de trop parce qu'on a vu qu'en début de saison il était là, et puis après il a eu le Covid, alors il dit que c'est pas ça, mais bon, peut-être que ça a joué un peu. Dans les médias, on a vu que c'est surtout Fabio Quartararo et Maverick Viñales qui étaient interviewés sur cette moto et ses résultats, en fait, comme si c'était déjà les officiels de la marque, quoi. Et Rossi, enfin moi, en tout cas, je l'ai senti comme ça. Peut-être que je me trompe. J'ai moins vu d'interviews de lui, de choses qu'il avait à dire. Alors bon, il y avait sa pique sur le fait que Yamaha fait pas tester Lorenzo la moto. Mais ça, c'était déjà en milieu de saison. Mais depuis, j'ai vu beaucoup moins de choses passer, comme si c'était un peu résigné à faire avec cette moto et de voir ce qu'il pourrait faire l'année prochaine dans de meilleures conditions. Après, bon, on verra l'année prochaine, j'ai envie de te dire, mais là, cette année, c'est un peu une année oubliée pour Rossi. Oui, voilà, pour Yamaha aussi, parce qu'ils sont passés tellement près de plein de victoires, que ce soit Fabio Quartararo au championnat, meilleure équipe pour Petronas, etc. Et tout leur file entre les doigts à la fin. Bon, pas facile de comprendre comment la moto... Finalement, tu te dis que
Ouais, Kayama, ils ont pas la capacité des fois à rebondir comme le font les autres équipes. Ouais. Parce qu'ils ont une moto pas mal, et puis finalement, d'un coup, ils s'effondrent, et puis il n'y a plus rien. Oui, c'est ça. Et finalement, t'as Vignales qui dit que lui, en fait, il comprend pas pourquoi Yamaha, en fait, a développé notre moto. Pour lui, il fallait qu'il garde la moto de 2016 pour être champion. Ouais, tu fais bien de le dire. C'est dur quand même d'entendre ça de ces pilotes. Ouais, c'est dur. C'est très dur, mais t'as raison. Moi, si je compare par exemple avec Ducati, même s'il y a des fois il y a des week-ends où il y a Ducati qui a un peu de mal, il y a toujours un ou deux pilotes qui sont placés pour le top 5, quoi. Et chez Yamaha, c'est vraiment quand ils sont en perdition. Bon, là il y avait Morbidelli qui sauvait un peu la baraque de temps en temps, mais c'était vraiment C'est le seul. le navire qui coulait, quoi. Ouais, Morbidelli, il a toujours été le seul. Après les autres, quand ça marchait pas, ils accrochaient même pas les top 10. Ouais, c'est ou tout juste le top 10. Que ce soit Fabio, Vignales ou Rossi, donc ouais. On peut aussi parler de que voilà, on l'a dit, Ducati qui remporte le titre constructeur. Donc juste pour dire, c'est une première depuis 2007 et le titre de Stoner avec Ducati. Voilà, c'est un autre consolation pour les fans de la marque parce que Petrucci et Dovi, clairement, ils sont nuls cette année, hein, faut le dire. Ils sont pas dedans. Faut le dire. Non, mais entre guillemets, la moto Non, mais La moto était difficile. On les a moins entendus se plaindre que les pilotes Yamaha d'ailleurs. Et ils ont essayé de composer avec. Mais clairement, c'était une fin de cycle. Les deux s'en vont. Finalement, les meilleurs, c'était les pilotes privés chez Ducati. Oui, alors Miller et Zarco. Ce qui est étonnant sur la fin de saison, c'était ceux qui ont rapporté le plus de points, mais c'est pas eux qui gagnaient. Il y en a que 2 victoires, c'est Dovi et Petrucci cette saison. Par contre, Miller, oui, il fait 5 podiums dans la saison, donc c'est lui qui rapporte des gros points pour Ducati. Et Zarco qui fait une bonne fin de saison malgré la chute à Valence. Et si on enchaîne, on peut parler de la course de Dovi. C'était sa dernière course là à Portimao. Il part 12, pas terrible, mais il finit 6 en bataille pour la 5e avec Paul Espargaro. Nakagami, pardon. Alors on peut pas dire fin de carrière parce qu'officiellement il prenait les sabbatiques, mais il y avait quand même un arrière-goût de fin de carrière. Hein. Après, c'est bizarre dur de rebondir quand t'as fait l'année sabbatique. Ouais. Oui, bon, il y a des rumeurs. Parle-en à Lorenzo. Ouais. Alors Lorenzo, apparemment, il pilote d'essai, mais quand on lui dit pas de s'entraîner parce qu'il va conduire la moto, il s'entraîne pas. Du coup, après, il est pas performant. Comme s'il fallait le prendre par la main et lui donner un programme sportif, quoi. Donc voilà, c'était aussi la dernière course de Cal Crutchlow, qui a fait 2 tiers de course intéressants avant de s'effondrer à la fin de la course. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Lui, par contre, c'est sûr qu'il prend sa retraite, il sera pilote de Yamaha. Pareil, comme Dovi, 34 ans cette année, les deux quittent le MotoGP, ça fait un peu bizarre. Et enfin, le dernier qui part du MotoGP cette année, c'est Tito Rabat, Esteve de son vrai prénom. Donc dernière course pour lui, malheureusement battu dans le dernier tour pour l'avant-dernière place par Mika Kallio, donc il termine dernier pour cette dernière course en MotoGP. Dur d'être battu par Mika Kallio, le pilote qui a 45 ans et qui a pas roulé de la saison et qui arrive à faire mieux que toi sur une course, quoi. C'est ça, le mec, il débarque de nulle part, il fait mieux que toi. Pour lancer le débat sur les pilotes payants, quoi. Mais le pire, c'est que... Est-ce qu'il y a des pilotes qui ont vraiment leur place en MotoGP? En fait, le pire, c'est qu'il est pas nul. Dans le sens où... il se fait pas prendre un tour, quoi. mais oui, non, il a pas le niveau. C'est un peu les chicanes mobiles, donc à un moment, quel intérêt? Enfin oui, l'intérêt, c'est qu'il amène de l'argent, mais tu vois, Zarco, il fait briller la moto, il fait briller ta marque, donc tu peux vendre des sponsors pour dire le mec, il est toujours 4-5, que tu me vois à la télé, qui est le dernier. Quel est l'intérêt, quoi? Même pour les mécanos, tu peux dire les mecs qui travaillent sur une moto, qui c'est qui vont finir dernier? Bon, c'est dur. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ouais, c'est pas... Puis là, vu que le team a vocation à devenir est déjà devenu un vrai satellite avec Zarco, au lieu d'avoir entre guillemets une partie satellite, une partie privée payante dans le team, on passe à 100% satellite comme Pramac. Et voilà, tous les pilotes maintenant sont sous contrat directement avec Ducati, chez Pramac et chez Sponsorama. Donc voilà, fin de cycle. Rabat, Moto2, il avait été bon.
Après, en MotoGP, il avait commencé à montrer des choses intéressantes, mais il s'était blessé assez gravement à la jambe et puis il n'a jamais su revenir à son top niveau. Donc, on perd ces 3 pilotes. A priori, on les reverra pas sur les Grands Prix. Ça fait un petit pincement au cœur, moi, personnellement, pour Dovi. Ça m'a vraiment fait mal. J'espère que quand Rossi partira, vous aurez, vous, les fans de Rossi, moins mal, mais ça fait quelque chose. En tout cas, Rossi, finalement, même si ça en allait, t'avais dire, il vaut mieux que ça en aille vite parce que là, vu ce qu'il fait, des fois, tu te dis. Bon, c'est pas fait. Enfin, rester pour rester des fois. C'est bien de partir aussi, quoi. À sa décharge, honnêtement, s'il fait comme Rabat a fait toute la saison, je dirais oui. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Mais il est encore dans le coup et à sa décharge, le niveau des pilotes est vraiment exceptionnel. Mais il n'arrivera pas à se mettre au niveau des autres, donc il sera plus jamais champion, malheureusement, même si j'aime beaucoup Rossi. Mais... Les petits jeunes, ils ont une façon de piloter qui est différente de la sienne, et finalement, à 40 ans, tu pourras jamais changer ta méthode de piloter. J'ai une stat intéressante, si tu veux. En 2000, Suzuki gagne le titre 500 avec Kenny Roberts Jr. Et en 2001, Rossi gagne en MotoGP avec Honda. Et qu'est-ce qui se passe là? Suzuki gagne le titre cette année en 2020. Et 2021, c'est peut-être le titre de Rossi, non? si on suit la loi des chiffres. Ouais, non. Voilà, je voulais faire un petit point ensuite sur le line-up Ducati 2021 où il y a que du gros. Donc on a Miller, vice-champion du monde de Moto3 2014, et Bagnaia, champion du monde de Moto2 2018. On a aussi Zarco. Bagnaia, il a quand même intérêt à monter son niveau, par contre. Alors Bagnaia, il a le niveau. Mais... Comme je disais, depuis qu'il a été signé. Non, en toute honnêteté, Bagnaia, il a largement le niveau. Par contre, c'est la régularité qu'il lui faut. C'est juste ça. Mais bon, c'était pas régulier. Bah oui, Quartararo, oui. Il a pas été régulier, il a laissé passer le titre, donc non, il faut être régulier. Il faut être régulier faut être performant toute la saison, ça je suis d'accord. Mais en termes de vitesse pure... Et Mir, il est champion, il a gagné qu'une course, il a toujours été régulier. Donc ensuite, on a Zarco, 2 fois champion du monde Moto2, on s'en souvient, 2015-2016, et Martin, champion du monde 2018 Moto3, et Bastianini, donc vice-champion du monde Moto3 2016 et champion du monde Moto2 2020, et Marini, vice-champion du monde Moto2 2020. Donc on a quand même que du gros line-up en termes de titres ou de placement. On va dire qu'il n'y a pas cette fois de Petrucci. Alors j'ai beaucoup de respect pour lui, mais qu'il a une carrière un peu particulière. Donc à voir ce que ça va donner. Ce line-up est très intéressant avec quand même 3 rookies pour 6 pilotes. À voir. D'accord, à voir. Mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est quand même les meilleurs line-up, c'est du gros, quoi, quand même. Ouais. En tout cas, ils n'ont pas fait l'erreur de... Par exemple, quand ils ont renouvelé Petrucci, ils ont renouvelé un peu parce qu'ils n'avaient pas trop confiance en Miller. Bagnaia était rookie, donc ils voulaient pas le prendre. Mais ils avaient personne d'autre, quoi, à faire monter, quoi. Et cette année, ça y est, ils se lâchent. Ils sont allés arracher Martin à KTM, qui avait fait toute sa carrière chez KTM. Ils sont allés chercher Marini, qui est quand même vachement lié à la VR46, donc en théorie, qui devait finir sur une Yamaha. Ça se fait aussi avec VR46, et Marini reste dans l'académie, et Bastianini également, quoi. Mais c'est un line-up super osé. J'espère qu'il parmi ces 3-là, il y en a un qui va exploser en MotoGP, qui est le prochain Binder ou le prochain Quartararo. Moi, je mets ma petite pièce sur Martin, mais bon, peut-être que je me trompe. Moi, j'aimerais bien voir Zarco. Pourrais je trompe chaud. Ouais, alors Zarco, j'ai envie de le voir gagner, c'est pas ça, mais c'est pas un rookie, il a plus rien à prouver, il est rapide, il faut un peu de constance, un peu de chance, un peu peut-être de moins foncer sur certains pilotes, ou en tout cas moins donner l'impression qu'il fonce sur certains pilotes, parce que visiblement, il est pas forcément... Il a raison, c'est comme... Il a raison, il était passé tueur, maintenant il est tueur, et tu vois que il performe mieux, il réussit mieux, tu le vois dans ses interviews, le mec, il est froid. Ouais. Il est moins dans le sentiment, et finalement, je pense que c'est ce qu'il lui fallait. Ah, bien sûr. C'est mieux pour lui. Voilà, est-ce que on a fait le tour, saison assez intense, sans on Marc a fait Marquez. Le tour, c'est ça. Alors, est-ce que, finalement, saison au rabais ou pas?
Bah, pas du tout. Pas du tout, malheureux. Quelle saison de dingue. Quelle saison de dingue. On a vibré à chaque course. Ouais. C'était, moi, honnêtement, là, 9 vainqueurs en 14 courses, 9 vainqueurs différents en 14 courses. C'est quand même pas mal. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. c'est incroyable. C'était du, enfin, pour moi, c'était du jamais vu. En direct, en tout cas. C'est du jamais vu. Franchement, pas du tout un championnat au rabais. Moi, l'année dernière, je regardais les courses parce que j'adore le MotoGP, mais bon, Marc Marquez, premier, deuxième, chute à Austin, mais premier, deuxième. Bon, clairement, c'était chiant, quoi. Surtout que ses victoires, il les gagnait avec un boulevard, des fois. Donc là, quasiment toutes les courses se sont jouées jusque dans les derniers tours. À chaque fois, un rookie qui gagnait ou des pilotes différents. Alors forcément, j'aurais aimé que... Enfin, certains auraient aimé que ce soit Rossi qui soit champion, d'autres Vignales, moi De Vie. Enfin, mais voilà, le fait est que cette saison a été folle. C'est tout. Imprévisible. Saison folle, mais il manquait quand même le patron. Ah, il manquait le patron, mais après le patron, il s'est pas... Il manquait le patron. Il s'est pas sorti sur cause de Covid ou je sais pas quoi, il s'est sorti parce qu'il a trop donné et il a chuté. Je sais. Ouais. Il peut s'en vouloir qu'à lui-même. Et il a voulu revenir trop vite aussi. Mais ça, je suis d'accord. Il aurait dû attendre. Mais moi, j'ai franchement hâte de le voir revenir et de savoir est-ce qu'il va mettre au pas toute la concurrence ou est-ce qu'il va se rendre compte que la concurrence, pendant qu'il était pas là, bah, elle a plus peur de lui maintenant. Ouais, ou est-ce que la concurrence dit que c'était l'année où il fallait être champion? Bah, je pense que oui. Ça, tout le monde se l'est dit. Ça y a pas à chier dans la colle. Hein. Je pense que tout le monde s'est dit ça. C'était dans un coin de la tête de tout le monde. Et d'ailleurs, ça s'est vu jusqu'à Valence. Donc l'avant-dernière course, c'était pas joué. L'année dernière, marqué ses titres en Thaïlande, je crois. C'était pas possible. Ouais, il était très très tôt. Non. Ouais, mais bon, si c'est le meilleur, voilà quoi. Et qu'on aime ou qu'on l'aime pas, bah, il est là en course, il est régulier, il est fort et personne ne peut l'attaquer. Ouais, bon, de toute façon, on en reparlera dans notre épisode spécial sur la saison 2021. Non, saison de récap, épisode de récap de la saison 2020. Bah, on va conclure. Sauf si t'as autre chose Allez, vas-y. à rajouter. Donc, j'ai deux petits... Je pense qu'on a fait le tour des MotoGP. Deux petites choses à rajouter, un peu particulières. Donc, on a reçu des jolis commentaires sur Apple Podcast. Donc, je vais te les faire découvrir en direct. Donc, on a un commentaire de Dr Kira qui nous dit une équipe au top qui revient sur les Grands Prix après chaque week-end de manière poussée et analytique. Parfait pour découvrir ou pas les Grands Prix. Clairement un des podcasts les plus qualitatifs traitant de sport mécanique. Continuez comme ça. Donc merci à toi Kira, je sais qui t'aime, mais merci à toi, c'est sympa d'avoir mis cette petite review. Et un deuxième commentaire, ce qui dit « Si vous n'avez pas eu le temps de suivre toutes les courses du week-end, ces gars bien vous en parlent en détail. Les experts seront ravis et ça reste largement accessible à tous. Continuez comme ça. » C'est signé Rufruf. Donc merci Rufruf. Pour cette superbe review, ça fait plaisir d'avoir des commentaires, c'est pas souvent, malheureusement on a pas mal d'auditeurs mais peu de commentaires, donc si vous avez rien à faire durant l'intersaison, allez nous mettre des commentaires, on les lira à l'antenne, si ça vous pousse à mettre des commentaires pour qu'on les lise, on le fera. Et enfin, alors là c'est plus personnel, je voulais te remercier toi Stéphane, je voulais remercier Melvin qui a pas pu trop participer cette fin de saison, et Olivier donc qui nous ont rejoint cette année sur le podcast. Merci à vous d'avoir été là, de nous avoir aidé à faire le débrief de toutes les courses. C'était pas évident, c'était une saison très très dense. Merci beaucoup pour ta participation. Merci de nous avoir accueillis, surtout de nous avoir intégrés dans l'équipe, c'est sympa. Non, écoute, c'était parfait, on en avait besoin. De partager notre passion avec vous, les anciens, et puis tous les auditeurs. Non, de toute façon, c'est ce qu'il fallait, on cherchait, et puis voilà, on a vu que vous étiez motivés, sérieux, passionnés surtout, et c'est tout ce qu'on cherchait. Et de mon côté, je veux remercier aussi spécifiquement l'autre Stéphane et Cyril, pareil pour leur leur implication cette année, et puis particulièrement Cyril qui fait tous les montages, qui va faire celui-là d'ailleurs, sauf un. D'ailleurs, à tous les auditeurs, si vous trouvez l'épisode sur lequel c'est moi qui ai fait le montage, peut-être que vous gagnez des goodies. Mais sinon, c'est Cyril qui fait tout, qui fait un travail monstrueux. Donc, merci beaucoup Cyril. Sans toi, je sais pas si on pourrait monter les épisodes.
Donc, grand V à toi. Tu mérites au moins une victoire à Carole. Un goodies. Un goodies. Tu te auto donnes un goodies. Tu prends. Auto-goodies toi. Donc voilà, un grand merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis cette saison. Donc on n'a pas vraiment fini la saison dans le sens où on va faire 2 épisodes de récap avec une surprise incluse. Donc un qui sera Moto 3, Moto 2, un qui sera Moto I, Moto GP. Donc restez à l'écoute, ça va sortir décembre, janvier dans ces eaux-là, et puis après on se retrouvera pour un épisode d'avant-saison 2021 en espérant que les dates des calendriers soient à peu près normales cette année, mais bon, avec le Covid, on ne sait pas trop. Voilà, je crois que j'ai tout dit, j'avais beaucoup de choses à dire. On a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Donc on vous dit à l'année prochaine, à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et passez des bonnes fêtes. Ciao, ciao. Merci, bonne fête à tous. Salut, à bientôt. Ciao.